Merci de suivre les programmes de Média. Bienvenue à tous. Depuis plus d'un an, le Sénégal traverse une période financièrement difficile. Cependant, les autorités sénégalaises ne baissent pas les bras et multiplient les initiatives pour y faire face. Certaines banques ivoiriennes participent d'ailleurs activement aux émissions de titres publics sénégalais sur le marché de l'UEMOA. Par ailleurs, le secteur informel ainsi que les ménages jouent également un rôle important dans le rebasage qui permet d'ajuster la valeur réelle de l'économie du pays. Pour rappel, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a récemment annoncé que le PIB du Sénégal a été recalculé avec une nouvelle année de référence 2021. Le numéro de Talk Afrique de ce jour va se pencher sur la contribution des banques ivoiriennes dans la stratégie de financement du pays, notamment en ce qui concerne la dette publique. Nous recevons sur ce plateau Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur en économie et spécialiste des finances publiques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et remercie également le doyen pour l'invitation et puis éclairer effectivement l'opinion nationale et internationale sur ces fameuses questions sur le rebasing et puis également la question de la dette. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Dr Keita. En face de vous, effectivement, nous avons M. Sidi Lamine Diaye. Vous êtes expert en finances inclusives et conseiller en gestion des organisations de développement. Merci d'être avec nous. Merci. Je vous remercie d'abord pour l'émission et aussi avec mon collègue M. Keita. Et je crois que ça va être une émission très intéressante parce que moi, on est très féru d'économie. Je crois que quand on parle toujours, surtout on parle de la situation du Sénégal, ça nous intéresse beaucoup. Et nous souhaitons vraiment une bonne émission à l'ensemble des téléspectateurs de Midi TV. Merci beaucoup. Depuis la révélation en 2024 de dettes non déclarées, le Sénégal cherche les meilleures options pour sortir de cette impasse financière. Dites-nous, que pensez-vous aujourd'hui de la volonté politique mise en place par nos autorités aujourd'hui, les autorités sénégalaises, bien entendu? Merci de la question. Vous avez raison de dire que les autorités cherchent les meilleurs moyens possibles. C'est vrai. Parce que si vous avez aujourd'hui une situation qui se présente globalement, on ne va pas faire le procès, vous avez aujourd'hui 132% de votre PIB en fait, est détenu effectivement sous forme de dette. Donc, ça veut dire que la dette représente 132% du PIB, ce qui réduit considérablement votre marge de manœuvre. Aujourd'hui, en 2026, lors de la loi des finances rectificatives, nous serons probablement 14 à 15 milliards de francs CFA de remboursement de la dette par jour, ce qui constitue une manne énorme, n'est-ce pas, un poids énorme, n'est-ce pas, pour l'économie d'un pays. Donc, considérablement, étant donné que les ressources aussi collectées ne permettront pas justement à l'État de faire face à ce niveau de dépenses très, très élevés. Donc, aujourd'hui, il faut que l'État réfléchisse sur tous les vases de moyens possibles pour voir comment justement combler ce gap-là. Mais aussi, il ne faut pas aussi oublier que aussi, le déficit budgétaire aussi est extrêmement important. Donc, les dernières statistiques ont montré on tourne autour de 14% aussi de déficit budgétaire, ce qui aussi constitue également une marge de manœuvre extrêmement faible pour l'État de pouvoir faire face à un certain nombre de choses, en tout cas par rapport aux dépenses d'investissement. Donc, toutes ces combinaisons réunies fait qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal se trouve dans une situation, je ne dirais pas très, très difficile, on a l'occasion de le revoir tout à l'heure, mais qu'une situation, il faut de l'ingéniosité, parce que ça fait qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre sont complètement réduites, mais également le niveau de recettes habituellement que nous avons ne permettent pas justement à l'État de faire face. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Il y a une solution de FMI, il y a une solution que l'État du Sénégal a proposée. On va y revenir, docteur Keita. Monsieur Lamine, les établissements bancaires ivoiriens affirment leur rôle de pivot financier au sein de l'UEMOA. Ils sont désormais les premiers acheteurs de la dette publique sénégalaise. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation si on se rend compte que effectivement les établissements bancaires ivoiriens sont devenus les premiers acheteurs? Bon, c'est normal que les établissements ivoiriens, bancaires ivoiriens deviennent les premiers acheteurs au niveau de l'UEMOA, parce que si on regarde au niveau même du marché financier de la zone UEMOA, ce sont les établissements bancaires ivoiriens qui sont les premiers. Parce que les établissements bancaires ivoiriens
sur un total bilan de pratiquement plus de 72 milliards, 72,68 milliards en 2024, les banques ivoiriennes détiennent plus de 39%. Donc, elles sont au niveau, le marché financier ivoirien est leader dans la zone UEMOA. Parce que c'est normal aussi, parce que vous savez que l'économie ivoirienne, bon, disons entre parenthèses, elle est la locomotive même de l'économie de notre économie de la zone UEMOA. Et ça va se refléter sur le marché financier. Mais moi, à mon avis, je nuance un peu. Parce que quand on parle des banques ivoiriennes, je suis un peu dubitatif. Parce que dans la zone UEMOA, quand vous faites des opérations, dans la zone ivoirienne, on parle que c'est une opération interne. C'est hors zone qu'on dit que c'est une opération extérieure. Et vous avez les banques, toutes les banques ont un agrément unique. Parce que vous avez un agrément, vous avez la possibilité d'intervenir dans toute la zone UEMOA. Et un cet agrément vient d'intervenir dans toute zone UEMOA, on ne vous considère pas comme une banque étrangère. Peut-être on peut dire que ce sont les banques qui sont installées en Côte d'Ivoire qui contribuent à 42% du financement de la dette sénégalaise. Parce que vous allez trouver des groupes, parce que soit ces banques qu'on a, soit des banques qui ont des groupes, vous allez trouver les mêmes banques, les mêmes appellations au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Parce que, comme je l'ai expliqué, on est dans la même zone ici. Donc, peut-être on peut dire que les banques qui sont implantées en Côte d'Ivoire financent plus de 42%, ont financé à plus de 40% de la dette publique sénégalaise. Alors, Dr Keita, est-ce que vous partagez son avis? J'aimerais bien que vous puissiez éclairer l'opinion. Il disait tout à l'heure qu'il est un peu dubitatif sur la question. Est-ce que justement les 42%, on peut affirmer aujourd'hui que ce sont les banques ivoiriennes qui détiennent cela ou pas? Quelque part, les banques jouent un rôle d'intermédiaire, de garantie. D'accord. Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense que depuis quelque temps, ce débat a commencé à se poser. Je pense que je vais essayer de donner une explication beaucoup plus claire. En fait, je dis que le débat aussi, l'explication qui a été donnée par le doyen aussi est claire. Hein? Mais d'abord, il faut comprendre une chose. Nous sommes dans une zone où nous partageons en commun ce qu'on appelle la monnaie commune, qu'on appelle le franc CFA. Nous avons un marché commun qu'on appelle l'UEMOA, qui nous permet effectivement d'avoir des opérations d'intégration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une opération qui est faite sur le plan de vue financier par un de même, en tout cas parmi les 8 pays, c'est considéré comme si c'est fait dans n'importe quel autre pays. C'est ce qu'on appelle uniformité, n'est-ce pas, des opérations. Un. Deuxièmement aussi, vous savez, les banques sont à la recette de profit. Aujourd'hui, il faut remarquer quelque chose de très important. Pourquoi les banques ivoiriennes sont beaucoup plus présentes, n'est-ce pas, au niveau du marché obligataire sénégalais? C'est pour 4 principales raisons. Première raison, c'est quoi? C'est que quand vous regardez aujourd'hui la structure de l'économie ivoirienne, les banques locales ivoiriennes détiennent plus de 90%, n'est-ce pas, des obligations de l'État ivoirien. Donc, c'est extrêmement lourd. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ivoiriennes ont financé à hauteur de 90% ce qu'on appelle l'État ivoirien. Parce que vous savez, il a dit quelque chose de très important. La Côte d'Ivoire représente la locomotive, n'est-ce pas, des pays de l'UEMOA. Donc, du coup, les banques ivoiriennes sur liquide détiennent à peu près 90% respectivement des obligations de l'État ivoirien. Donc, aujourd'hui, une banque a besoin de se diversifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a un risque. Vous avez vu, toutes vos obligations sur un seul actif, donc ça pose problème. Si cet État-là peut faillite, vous risquez de faire faillite. Donc, en fait, c'est une obligation pour les banques ivoiriennes de diversifier. Donc, dans un premier temps, dans un souci de diversification, ce qui pousse aujourd'hui les banques ivoiriennes à chercher d'autres alternatives, n'est-ce pas, pour pouvoir financer ce qu'on appelle les actifs les plus liquides. Première chose. Deuxième chose également, il ne faut pas oublier que le Sénégal constitue ce qu'on appelle la deuxième économie de l'UEMOA. Et que donc, une deuxième économie, quand elle émet des obligations, forcément, quand ces obligations aussi sont attractives. Ici, aussi, sur le plan de vue monétaire, il faut comprendre que le taux d'intérêt pratiqué sur l'économie ivoirienne tourne autour de 5% à 6%. Aujourd'hui, l'État du Sénégal propose 6 à 6,30%. Donc, c'est attractif. Donc, cet aspect-là aussi, il faut tenir compte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les obligations sénégalaises commencent à être attractives. Le troisième aspect, peut-être, il a dit tout à l'heure un aspect qui est très important. Il ne faut pas oublier que les banques, c'est des intermédiaires financiers. Une banque, ce n'est pas l'argent utilisé par les actions achetées ou bien les obligations achetées par une banque. Ça ne veut pas dire forcément que c'est les revenus directement de la banque. Comme vous disiez tout à l'heure, ils représentent ils sont des intermédiaires. Des intermédiaires financiers, justement. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les investisseurs étrangers qui veulent intégrer ce qu'on appelle le marché de l'UEMOA. En fait, ils veulent passer par n'importe quel autre pays. Ils n'ont pas de possibilité. Ils peuvent passer, n'est-ce pas, par les banques ivoiriennes
émettre ce qu'on appelle des fonds et que ces banques ivoiriennes achètent des actions, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est très important aussi, qu'il faut intégrer. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément qu'elles sont sur-liquides. Maintenant, vous savez, les investisseurs sont à la recherche des opportunités. Donc quand l'opportunité, comme une économie comme le Sénégal, avec la découverte du pétrole, et effectivement, malgré la dégradation de notre, il y a le pétrole, il y a le gaz. Donc c'est une économie qui est dynamique. Quand une économie comme ça émet des obligations, ça attire forcément ce qu'on appelle des investisseurs. Et ces investisseurs-là, quand ils vont investir dans le pays, ils ne peuvent pas passer directement par le Sénégal. Ils passent par la Côte d'Ivoire qui est la locomotive. Et cette Côte d'Ivoire, maintenant, pas de banque ivoirienne, c'est s'ils essaient maintenant d'acheter des actions ou bien des obligations sur l'économie sénégalaise. D'accord. Monsieur Ndiaye, 42% représente 1800 milliards francs CFA. Cette somme joue quel rôle justement dans le PIB du Sénégal, sachant que ce PIB a été recalculé avec une nouvelle année de référence 2021? Bon, je pense que c'est pas ça joue pas, c'est pas vraiment quelque chose qui joue sur le PIB, mais ça joue sur l'économie sénégalaise. Comme l'a dit le professeur, l'État du Sénégal a des difficultés avec les difficultés budgétaires, avec le déficit de recettes fiscales. L'État sénégalais est obligé d'emprunter sur le marché financier pour faire face déjà à ces dépenses. Ces dépenses d'investissement, mais aussi ces dépenses quotidiennes. Il y a le budget qu'il faut mettre en œuvre. Et je crois que cet argent-là sert surtout à alimenter les dépenses de l'État, à faire face à ces budgets. Mais ça permet aussi, c'est très important, parce qu'on injecte de la liquidité sur l'économie. Parce que si on injecte de la liquidité, ça permet une croissance et l'augmentation de la productivité de l'économie. Parce qu'une économie, si on est dans une raréfaction de ressources, de normes de liquidité, il y a une incidence négative sur la productivité et sur l'économie. L'État est obligé, comme je l'ai dit tantôt, d'aller sur le marché financier pour faire face à ces déficits, à ces déficits budgétaires, pour financer son économie. Parce que quand on regarde maintenant, quelles sont maintenant les destinations de cette dette, les destinations de son dette, on a regardé notre dernier trimestre, la plupart vont dans les dépenses de fonctionnement, mais il y a une partie non négligeable qui a été pour les dépenses d'investissement. Très bien. Docteur Keita, comment l'État parvient-il à équilibrer le recours à l'endettement intérieur et extérieur pour financer son économie tout en préservant la soutenabilité de la dette? Ok, merci. Cette question elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut dire ici que l'État du Sénégal a mis en place plusieurs stratégies justement pour contenir le niveau de la dette, qui est difficile actuellement compte tenu de cette... En tout cas, la conjoncture internationale ne permet pas aujourd'hui à l'État du Sénégal vraiment de gérer à bonne échéance ce qu'on appelle ce niveau de la dette. Mais la stratégie, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est pourquoi justement l'État fait recours effectivement aux marchés régionaux. C'est-à-dire que l'État a compris qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est quoi? C'est de s'endetter, n'est-ce pas, en monnaie locale. Ça permet, n'est-ce pas, de juguler effectivement le taux de change. Parce que la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle trois types de dettes. Il y a les dettes qui sont libellées en monnaie locale. Il y a des dettes qui sont libellées en monnaie étrangère. Il y a ce qu'on appelle les dettes concessionnelles. Aujourd'hui, ce que l'État privilégie, c'est quoi? C'est l'option, n'est-ce pas, d'avoir une dette locale, c'est-à-dire une dette en francs CFA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité, justement, aujourd'hui, de subir effectivement les effets liés, effectivement, à la conjoncture internationale. La hausse ou bien la baisse, n'est-ce pas, du dollar ne peut pas impacter directement sur le niveau de la dette. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect, maintenant, c'est quoi? L'État arrive maintenant à minimiser les coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous avez reçu récemment la déclaration du Premier ministre devant les députés, l'État fait ce qu'on appelle recours effectivement à délaisser certains niveaux de dépenses. Parce qu'aujourd'hui, quand la situation telle qu'elle se présente, pour ne pas creuser, n'est-ce pas, sur le déficit, c'est-à-dire que le déficit, c'est quoi? Quand c'est les recettes moins les dépenses. Donc, c'est-à-dire que la différence, c'est ce qu'on appelle le déficit. Donc, c'est-à-dire que l'État agit, n'est-ce pas, sur les dépenses actuellement pour baisser le niveau de dépenses, surtout les dépenses de l'État. Certains postes de dépenses qui ne sont pas essentiels, l'État essaie de les réduire pour permettre effectivement, avec la diversification, justement, l'autre option, c'est quand? La diversification des sources de recettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui ont commencé effectivement à être taxés, qui n'étaient pas taxés auparavant, comme le secteur des télécommunications, d'autres secteurs, par exemple, le facteur financier ou autres, qu'on aura l'occasion de venir. Ce qui permet justement à l'État de contenir effectivement le niveau de la dette. C'est des stratégies qui sont mises en place justement pour permettre, n'est-ce pas, à ce que le niveau de l'activité économique puisse être au rendez-vous pour permettre à l'État de souffler. Actuellement, si vous avez un niveau de dette tellement élevé,
C'est-à-dire rien que le service de la dette ne te permet pas, même si vous avez des recettes, n'est-ce pas, à payer la dette. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de marge de manœuvre pour faire face à des investissements. C'est pourquoi pendant 3 ans, il sera difficile d'avoir un niveau d'investissement important parce que déjà, vous avez les dépenses de fonctionnement qui sont là, mais aussi à l'intérêt de la dette, il y a le cap principal. Donc, du coup, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Docteur Keita, tout à l'heure, vous l'avez un peu briefé, hein. Certains préconisent un recours au FMI et d'autres pensent à la structuration de la dette. Quelle est la stratégie la plus adéquate? Mais c'est cette question, je pense que depuis quelque temps, le débat s'est fait par rapport à cette question-là. Vous savez, la restructuration de la dette et le FMI, c'est pratiquement la même chose. La terminologie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, de façon technique, quand vous avez un niveau de dette, aujourd'hui plus élevé que 132%, n'est-ce pas, de votre PIB, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La restructuration, ce n'est pas un mot qui vient de FMI, c'est un mot technique en macroéconomie que nous utilisons. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout payer. Maintenant, quand on dit restructuration, ça veut dire que vous devez voir, et d'ailleurs, c'est une stratégie que je propose même à l'État du Sénégal. Ça veut dire quoi? Vous allez voir, maintenant, mettre les dettes sous forme de maturité. Et maintenant, mettre les dettes sous forme, n'est-ce pas, de la durée, ce qu'on appelle la maturité. Maintenant, derrière sur la dette, ça veut dire, voilà, vous avez une dette qui va durer 10 ans, la dette qui va durer 5 ans. Vous avez les dettes qui sont libérées en CFA, vous avez les dettes qui sont libérées par exemple en dollars, vous avez les dettes qui sont libérées en euros. Vous avez une situation globale. Maintenant, la deuxième chose maintenant, c'est quoi? C'est de dire, ces dettes-là, quand on parle de restructuration maintenant, c'est de dire, est-ce qu'il faut aller maintenant vers ces créanciers et leur dire maintenant, voici la situation telle qu'elle se présente. Je ne peux pas être actuellement en mesure d'honorer mes engagements. Quelle est la renégociation qu'on peut faire? C'est ce qu'on appelle la restructuration. La situation, c'est que les gens prennent la définition basique en disant que voilà, vous êtes en situation d'incessité de paiement. Non, la restructuration, c'est de dire, voilà, je vous dois tel montant. Maintenant, je vais renégocier ce qu'on appelle soit la durée. Maintenant, moi, ce que je propose à l'État du Sénégal, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est de dire, on va faire la restructuration qui va être adossée effectivement avec le niveau de l'activité économique. Ça veut dire quoi? Que je vais aller vers ce qu'on appelle mes débiteurs. Je les dis, voilà la dette que j'ai. Maintenant, je vais devoir vous payer, mais je veux que vous adossez le paiement de ma dette en fonction, n'est-ce pas, du niveau de l'activité économique. Voilà une solution innovante. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si l'État du Sénégal se trouve dans une phase de croissance économique importante, on paye le niveau de la dette. Quand on est dans une phase de croissance, en fait, dans une phase décroissante, on ne paye pas. Donc, du coup, ça enlève la pression sur l'État d'aller tout le temps sur le marché financier et de se faire endetter. Donc ça, c'est une possibilité, ce qu'on appelle la restructuration. Parfait. Alors, Dr Keita a déjà donné quelques informations, hein. Il propose également des solutions qui sont innovantes. J'aimerais également que M. Ndiaye puisse donner des solutions. Ça va beaucoup aider le Sénégal. Justement, quelle stratégie ou quel mécanisme efficace le Sénégal doit mettre en place pour sortir définitivement de cette impasse financière? Je sais que c'est très lourd ce que je dis, définitivement. Bon, je pense que déjà, comme l'a expliqué le docteur Keita, je pense qu'une solution en renégociant avec les partenaires financiers. Bon, comme il l'a dit, hein, les gens, quand on parle de restructuration, oui, je crois qu'ils ont peur, mais c'est de l'ingénierie financière que l'État met en place pour alléger les conditions de paiement de ces dettes. Maintenant, je crois que, comme vous l'avez dit, hein, aussi, il y a la possibilité aussi de voir comment l'État va contracter le mieux possible ses dépenses. On va voir quelles sont vraiment les dépenses qui sont des dépenses pas très utiles et comment les réduire. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Souvent, moi, je le dis, hein, au niveau du Sénégal, j'ai vu que souvent on a beaucoup d'agences au niveau du Sénégal. Rien que ces agences, on en voit beaucoup d'agences, beaucoup de fonds étatiques qui ont les mêmes prérogatives, qui ont les mêmes missions. Et je crois qu'aussi, il y a une rationalisation de ces structures étatiques qu'on puisse les rationaliser. Ça permet à l'État d'économiser, mais aussi d'investir dans ce domaine-là avec plus d'efficience. Mais aussi, je pense que, comme on l'a dit, hein, je crois qu'il faut essayer de voir. Bon, je sais qu'avec le pétrole, le gaz, ce sont des opportunités. Et bon, je sais que pour le moment, les recettes ne sont pas les recettes conséquentes dont l'État, bon, il y a des recettes, elles sont très importantes, mais l'État, sur la partie qui revient à l'État, ce n'est pas encore une partie très importante.
Bon, je ne sais pas aussi, il y a la possibilité que l'État puisse renégocier avec ces compagnies pour voir comment, pour dire que actuellement on est dans une situation difficile, est-ce qu'on ne peut pas renégocier pour voir la part qui nous revient, sur nos parts, comment on peut les augmenter. Alors, docteur Keita voudrait bien... Voilà, je vais juste ajouter un petit mot. Par rapport à ce que je dis souvent, c'est que la solution qui est proposée par l'État du Sénégal, c'est les mêmes solutions qui sont proposées un peu partout, même en France actuellement. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle vision de la gestion de la dette. Et je l'ai proposé dans un article. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, aller sur le marché financier comme lui ou moi, autre, aller capter de l'argent et les injecter tout de suite dans l'économie, je pense que c'est des solutions qu'on doit... Peut-être que ces solutions doivent être conjoncturelles, mais on est dans une phase structurelle. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est quoi? C'est la restructuration que je propose. C'est de dire quoi aujourd'hui? Qu'on essaie d'abord de classifier le niveau de la dette. Quelles sont les dettes qui sont aujourd'hui, qui arrivent à maturité, ce qu'on appelle aujourd'hui dans 5 ans, 10 ans? Vous les classifiez. Quelles sont les dettes qui sont libérées en dollars? Vous les libérez. Quelles sont les dettes qui sont en euros? Et ensuite, vous allez maintenant sur le marché financier. Ça, c'est la solution technique que je vous donne. Parce que je pense que le problème maintenant, c'est quoi? C'est que nous avons un problème technique. On essaie d'apporter ce qu'on appelle une solution administrative. C'est pourquoi la question de la dette, elle est mal traitée en Afrique. Mais ce que les banques ivoiriennes sont en train de faire aujourd'hui, c'est une question technique. Voilà, justement, ce que les banques ivoiriennes font, c'est une question technique. Bon, c'est technico-administratif. Parce que ça, c'est des questions basiques, c'est connu. Aujourd'hui, le problème fondamental, le problème revient. C'est-à-dire que la question, l'accident de la dette, elle est là. Le nouveau, on est dans une conjoncture internationale difficile. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre un peu partout. C'est évident qu'aujourd'hui, l'activité économique est au ralenti. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une pression terrible qui pèse, n'est-ce pas, sur l'économie du Sénégal. Donc, on ne peut plus continuer justement à faire ce qu'on appelle les solutions qu'on a apportées à la question de la dette depuis 1960. C'est celle-là qui continue jusqu'à présent dans tous les pays. Donc, du coup, on va aller quitter d'une situation à une autre situation. Et la diversification, c'est vrai, des sources de revenus, c'est extrêmement important. Je pense que quand on parle de restructuration, il ne faut pas aller vers le sens que le FMI nous propose. C'est quoi la restructuration? Comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les bailleurs. Les ressources sont là, il y a les garanties suffisantes. Aujourd'hui, l'État du Sénégal, le gaz, il a le pétrole. Donc, ça veut dire qu'aller vers les bailleurs, aller vers ce qu'on appelle les débutés, les dire, voilà la situation. Mais les bailleurs aussi ont peur d'investir quand même actuellement au Sénégal. On ne leur demande pas de réinvestir, justement. Oui. On ne leur demande pas de réinvestir. On va vers ce qu'on appelle nos créances, ceux à qui on doit de l'argent. On leur dit, voilà la situation telle que c'est présent. C'est ce qu'on appelle le rééchelonnement de la dette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la conjoncture actuellement, on va vers le processus de développement, on doit financer, il y a l'emploi qui est là, il y a la question des jeunes qui sont là. Mais donc, on ne va pas passer tout le temps à gérer la dette. Donc, quand est-ce qu'on va penser au développement? Voilà la question qui se pose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une solution innovante à cette question latinante, n'est-ce pas, de la dette. Ça veut dire quoi? C'est une solution technique, mais nous, on apporte toujours la solution administrative. Maintenant, aujourd'hui, on peut adosser, c'est une technique qui existe, adosser effectivement le remboursement de la dette par rapport à la performance de l'activité économique. Ça veut dire quoi? Plus l'économie du Sénégal réalise des performances, plus maintenant on commence à payer le niveau de la dette. Mais si on est dans une zone de contre-performance, ce n'est pas encore la peine d'aller s'endetter pour encore augmenter le volume de la dette. Parce que je pense que c'est la solution qui est là. Maintenant, le FMI, comme je l'ai dit, c'était mal nécessaire. C'est une institution qui est là, qu'on a besoin, n'est-ce pas, de sa signature pour nous permettre, n'est-ce pas, de lever les fonds sur le marché international. Mais la restructuration qui est là, on peut la faire avec le FMI, mais sous les conditions, n'est-ce pas, de l'État du Sénégal, en mettant en place des technicités, maintenant pour qu'on puisse sortir, n'est-ce pas, des solutions administratives. Monsieur Yaye, oui. Sur ce aussi, pour ça, je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à restaurer la confiance par rapport au BED. Justement, c'est ce qu'on est, c'est ce que l'État... On arrive vraiment à restaurer cette confiance pour dire que, comme on le dit, que l'économie sénégalaise, elle est solide. Peut-être on travaille, il y a une zone de turbulence que nous sommes en train de créer, mais il faut qu'on puisse instaurer cette confiance. Je crois qu'en instaurant cette confiance auprès des bailleurs de fonds, je pense que on pourra trouver des solutions. Le Sénégal, c'est aussi stabiliser l'ensemble de la zone monétaire. Je vais parler de lui et moi. Je reste avec vous, Monsieur Ndiaye. Dites-nous, dans quelle mesure les investissements financiers par la dette contribuent-ils réellement à la croissance économique et au développement des infrastructures au Sénégal? Bon, je sais que, comme je l'ai tantôt dit, on a besoin de cette dette. Parce que si vous regardez tous nos pays, des pays de l'UEMOA, je crois que les infrastructures que nous faisons, parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Nos ressources fiscales, on est dit, quand vous avez un déficit budgétaire,
disons, investir dans les infrastructures, vous êtes obligé d'emprunter. Je crois qu'on a obligé, mais maintenant, c'est, disons, cet emprunt que nous faisons, c'est comment les utiliser à bon escient pour développer les infrastructures au niveau là. Maintenant, c'est l'utilisation qu'il faut voir. Et je crois que si on arrive à identifier, à bien faire une bonne utilisation de ces dettes, en insistant beaucoup sur l'investissement. Je crois que le professeur est là, on va pas revenir sur des leçons d'économie pour parler de l'importance de l'investissement. Merci beaucoup, Monsieur Lamine Diaye. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Lamine Diaye, à l'instant, je disais à l'entame de mes propos, vous êtes expert en finance inclusive et conseiller en gestion des organisations de développement. Merci beaucoup. Merci. Et merci également. Merci et à la prochaine fois. Merci également à notre cher docteur Souleymane Keita, enseignant-chercheur en économie et spécialiste des finances publiques. Merci. En tout cas, le débat a été enrichissant, sauf que le temps ne nous a pas permis de développer un certain nombre de points. Je pense qu'à la prochaine fois, on aura l'occasion d'apporter d'autres solutions par rapport à la lancinante question de la dette. Merci pour les éclairages, surtout pour vos solutions innovantes. Merci beaucoup. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine et prenez soin de vous.